La, la session d'aujourd'hui va être présentée par Karine Clément et donc va porter sur l'alimentation. Je vous rappelle les modalités d'organisation du printemps du microbiote avec une session donc de questions-réponses qui aura lieu le 6 juin 2023. Donc, si les questions que vous souhaitez poser aujourd'hui ne sont pas traitées, eh bien, il restera cette session de rattrapage. Et je vous rappelle également le questionnaire qui vous sera envoyé à la fin de la présentation de Karine Clément. Philippe, je te laisse la parole. Oui, alors on a vraiment la très grande chance d'avoir Karine Clément aujourd'hui pour cette conférence et répondre aux questions sur un sujet qu'elle connaît bien. Karine Clément est professeure de nutrition à la Pitié-Salpêtrière et a contribué depuis maintenant une quinzaine d'années sur l'avancée fondamentale des liens entre certains facteurs génétiques, bien sûr, et l'obésité, mais aussi le microbiote intestinal, l'alimentation et l'obésité, ce ménage à trois qui est très complexe et qui va nous être présenté aujourd'hui. Vous pouvez poser vos questions dans la session discussion ou questions-réponses et on aura largement le temps d'y répondre tout à l'heure. Merci Karine, à toi la parole. Merci beaucoup, merci Nathalie et Philippe. Alors je vais partager mon écran. Hop. Celui-là. Alors, est-ce que vous voyez bien? C'est parfait. Voilà, merci. Alors oui, en effet, donc comme Philippe Sexit le mentionnait, donc je vais vous parler des relations entre alimentation et microbiote intestinal. Et c'est un sujet assez vaste et assez complexe et on va discuter un peu de différents aspects. Alors donc, dans ce printemps du microbiote, on a vu dans les sessions de l'année dernière et puis cette année que beaucoup de facteurs interviennent dans le profilage du microbiote, en particulier celui qui nous intéresse ici, c'est le microbiote intestinal, des facteurs génétiques, effectivement l'infection, on a vu ça lors de la session précédente, des traitements. Et donc, on va parler des enjeux liés à l'alimentation qui font en effet l'interface entre nos changements alimentaires, nos changements environnementaux et le microbiote intestinal. Et je ne vais pas focaliser sur l'alimentation, mais il faut aussi rappeler qu'il y a énormément de facteurs de notre environnement qui peuvent intervenir dans ces modifications du microbiote intestinal et qui peuvent être en cause d'ailleurs dans pas mal de pathologies qu'on étudie notamment au sein de la Fédération hospitalo-universitaire PACEM. Alors, je vais vous présenter un certain nombre d'éléments concernant tout d'abord des données finalement épidémiologiques, c'est-à-dire l'étude de certaines populations et de voir comment ont été abordées justement ces relations entre alimentation et microbiote intestinal. Tout ça va nous amener à regarder l'impact des aliments sur les microbiotes, mais bon, avec un focus sur le microbiote intestinal. Bien sûr, à partir de l'utilisation des aliments par le microbiote intestinal, il y a une production d'un certain nombre de facteurs, notamment des métabolites issus des bactéries. Et puis, je terminerai vers ce qui se développe actuellement, qui sont les enjeux de la nutrition de précision, et on va voir de quoi il retourne. Alors, tout d'abord, sur les aspects donc épidémiologiques, hop, je vais... Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Donc, ce qui a été fait au départ, c'était vraiment de comparer différents types de populations humaines qui sont séparées géographiquement et qui ont des cultures différentes. Alors, l'exemple assez typique, c'est on prend des populations, par exemple, américaines, résidant des États-Unis, dont on a une idée des modes alimentaires, et on va comparer, par exemple, à des personnes vivant en Nouvelle-Guinée. Et vous voyez sur l'écran qu'effectivement, les modes alimentaires sont extrêmement différents. Vous avez d'un côté, à droite de l'écran, une population qui va consommer finalement beaucoup de fruits et légumes, des racines, finalement beaucoup de fibres, j'y reviendrai. Et puis de l'autre côté, une alimentation transformée, voire ultra transformée aux États-Unis. Donc immédiatement, ce qui a été vu, c'est qu'il y avait des différences assez importantes
à la fois dans la diversité, la richesse bactérienne et dans certaines populations bactériennes. Donc, pas mal d'études dans ce domaine, et peut-être parmi les études les plus célèbres, il y a cette étude ici, donc déjà plus de 13 ans, hein, PNAS 2010, qui visait à comparer des enfants qui étaient soit des enfants nés au Burkina Faso, mais qui n'avaient pas de dénutrition. Et quand on regarde leur alimentation, on s'aperçoit que c'est une alimentation assez pauvre en graisse, en protéines animales, mais riche en fibres et protéines végétales, donc encore les fibres. Et on compare ces enfants, même âge, même sexe, et on va les comparer à des enfants européens, en particulier vivant en Italie. Et là, bon, on sait que le régime alimentaire est assez différent, hein, riche en protéines animales, en sucre, en amidon, en graisse, et en fait pauvre en fibres. Et en fait, quand on fait ça, on s'aperçoit, comme on a vu tout à l'heure pour les habitants de Nouvelle-Guinée, ben on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des différences extrêmement importantes, puisque les enfants nés dans cette région rurale africaine vont avoir des modifications dans la richesse, la biodiversité bactérienne, mais aussi dans la composition. Et vous voyez, en vert, on voit l'augmentation de certains groupes bactériens, comme les actinobactéries, les bactéroïdètes, mais aussi la présence, et c'est ça qui était probablement marquant dans cette étude, de Prevotella. En revanche, chez les enfants issus de régions urbaines en Europe, hein, ici il s'agissait d'enfants italiens, on voit également des modifications importantes dans la composition en particulier, avec l'augmentation des firmicutes et de certaines protéobactéries. Et donc là, à partir de ces données, on peut se dire, bon, il y a une modification de la richesse microbienne, des changements dans la composition, et donc ça peut être lié à finalement ce régime assez riche en graisses saturées, protéines animales et pauvre en fibres. Et quand on regarde également finalement la production, et je vais revenir, de produits bactériens comme les acides gras à chaîne courte, bien, ils vont être augmentés dans les populations qui consomment plus de fibres. D'ailleurs, on le voit également quand on regarde les gènes, notamment des bactériens qui sont impliqués dans l'hydrolyse, par exemple, de la cellulose et la production des acides gras à chaîne courte, comme attendu, ils vont être augmentés lorsqu'on est en face à une population qui consomme beaucoup de fibres. Un autre exemple, alors là, il s'agissait de comparer des résidents alors de Norman, donc cette population de Norman, Oklahoma, aux États-Unis. Donc, on a regardé leur alimentation. Là, de la même façon, une alimentation avec finalement des fruits et des légumes, mais plutôt en conserve, du pain, du produit laitier, des plats occidentaux, donc des alimentations préemballées et transformées. Et on va les comparer également à des populations, par exemple, vivant sur les hauts plateaux andins. Là aussi, des régimes alimentaires extrêmement différents, avec des produits agricoles locaux, des consommations de petits animaux de la région. Et puis, encore une fois, un autre exemple chez les populations vivant en Amazonie. Et en fait, quand on fait ces comparaisons, là encore, on trouve non seulement des changements dans la diversité microbienne, donc plus élevés chez ces populations qui consomment une alimentation finalement plus traditionnelle par rapport donc aux Normands des États-Unis. Et donc, changement de richesse de diversité, mais également changement dans la composition. Alors, ces premiers travaux, hein, qui se sont étalés depuis une dizaine d'années, ont été également renforcés par finalement le développement de grands consortiums dans différentes régions du monde, ainsi que des consortiums internationaux. Et donc, là aussi, ce qui a été montré, par exemple, dans le projet européen, Métaït, qui est également très célèbre, hein, qui date d'une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années maintenant, c'est quand on regarde à l'échelle d'une population les changements microbiens, et puis également on essaie de les caractériser par la prévalence de l'abondance de certains groupes bactériens, et bien en fait on peut identifier
identifier des groupes. Et c'est ce qu'on voit ici à l'écran. Donc, dans ces populations danoises ou bien européennes ou américaines, on peut identifier ici 3 groupes qui ont été appelés des entérotypes, caractérisés par soit l'enrichissement en Bacteroides, ici en vert, ou bien en Prevotella, ou bien en Ruminococcus. Et bien, en fait, dans une autre étude célèbre, encore une fois, qui date de plus d'une dizaine d'années, ont été mis en relation les modes alimentaires, les habitudes alimentaires habituelles avec ces entérotypes. Et en fait, les consommateurs, ici, on voit à l'écran de viande, de produits carnés et aussi de graisse, vont avoir un enrichissement ici en Bacteroides, alors que les consommateurs d'hydrates de carbone vont avoir plus un enrichissement en Prevotella, et donc ils vont être plus dans le groupe, dans cet entérotype caractérisé par l'abondance en Prevotella. Autre exemple d'approche métagénomique, ici, on regarde en fait qu'est-ce qui explique la variabilité de la composition du microbiote intestinal. Alors, ça a été fait dans pas mal de populations. 2 exemples ici dans une population qui s'appelle la Flemish Study, donc en Belgique, dans les Flandres, et puis j'y reviendrai juste après, dans des populations également israéliennes. En fait, on s'aperçoit que ce qui caractérise la variabilité du microbiote intestinal, et donc les traitements, les médications, les facteurs liés aux paramètres de l'hôte, par exemple les paramètres biologiques, la glycémie, le taux de lipides, mais assez vite, on voit que ce qui vient des informations venant de l'alimentation joue un rôle important dans cette variabilité du microbiote intestinal, ainsi que les modes de vie. Même chose dans les populations israéliennes, on voit, donc on essaie d'expliquer la variabilité ou encore la variance du microbiote intestinal. On s'aperçoit que la consommation de légumes, de fruits, mais également d'autres types alimentaires, comme on voit ici les bonbons par exemple, vont jouer un rôle dans la variance du microbiote intestinal. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que ces facteurs-là, pris individuellement, ont un petit rôle, mais de façon combinée, ils vont expliquer quand même une proportion relativement importante de cette variance. Donc, ça permet de conclure que notre alimentation, nos modes alimentaires habituels, probablement façonnent fortement la composition et la fonction de notre microbiote intestinal. Et même dans l'étude israélienne, ce qui a été montré, c'est que l'alimentation était finalement plus importante que notre génétique dans ce profilage de notre microbiote intestinal. Alors, ça permet de réfléchir à ce qui s'est passé, en particulier à l'industrialisation, où finalement on est passé il y a très longtemps d'une phase où on était des chasseurs-cueilleurs, et il y en a encore dans certaines régions du monde, à une phase où on s'est sédentarisé, où l'alimentation petit à petit va changer. On va consommer des produits différents jusqu'à l'ultra-industrialisation qu'on vit dans nos pays, où on voit qu'effectivement, il y a une modification de la richesse, de la diversité microbienne et des modifications importantes dans la composition de certains groupes bactériens. Alors, un autre exemple d'une étude très célèbre, focalisée sur l'enjeu de la diversité bactérienne. On voit ici que dans ce travail, les auteurs ont comparé dans le temps, en fait, en bleu, ici, une population américaine âgée de 2 ans à près de 70 ans, et comparée justement à des populations issues du Malawi ou bien des Amérindiens. Et comme on l'a vu dans les exemples précédents, finalement, très tôt, dès l'âge de 3 ans, on voit cette diminution de la diversité bactérienne chez les populations issues des États-Unis comparées aux Amérindiens ou aux populations venant du Malawi. Alors, cette baisse de diversité, elle est probablement importante, et c'est ce qu'on a montré il y a déjà pas mal d'années, notamment chez des personnes en situation d'obésité, à la fois issues du consortium international METAIT, mais aussi de populations françaises dans Microbes, où on voit qu'une proportion non négligeable de personnes en situation d'obésité plus ou moins sévère vont avoir une réduction de la diversité du microbiote. Alors, pourquoi c'est important? Parce que
avec cette réduction de la diversité microbienne, on va avoir des modifications dans la composition, avec globalement une perte de certains groupes bactériens qui ont plutôt des propriétés anti-inflammatoires. Alors, parmi les plus célèbres, on va retrouver Faecalibacterium prausnitzii ici, donc qui est diminué chez des personnes qui ont une faible diversité microbienne. Et on va voir chez ceux-là plutôt un enrichissement de bactéries ayant plutôt des propriétés pro-inflammatoires. Des relations avec justement une alimentation plus saine ont été montrées. Donc, plus de richesse et diversité alimentaire est associée à plus de richesse bactérienne. Et puis, au niveau clinique, c'est intéressant puisqu'on peut se dire, bon, voilà, je vais comparer des personnes qui ont une baisse de richesse bactérienne à ceux qui ont gardé plutôt un microbiote riche. Et bien, on s'aperçoit que ceux qui ont une perte de richesse bactérienne vont avoir plus souvent des facteurs de risque cardiométabolique comme une augmentation du taux de lipides, des marqueurs de résistance à l'insuline ou encore une élévation de l'inflammation bagrave. Alors la question qu'on peut se poser, c'est finalement quand on regarde ici la pyramide alimentaire, on voit les différents aspects liés à notre alimentation et on nous recommande de finalement consommer une alimentation non transformée, plutôt plus riche en fruits et légumes, pas trop riche notamment en certains composés comme les viandes rouges ou bien les huiles ici. Mais en fait, il y a maintenant une littérature extrêmement abondante qui montre que finalement, tous les composants de l'alimentation, qu'ils soient des macronutriments, des micronutriments, des minéraux, des vitamines, sont susceptibles de moduler le microbiote. Et donc, les composants de l'alimentation, mais aussi des composants de l'alimentation transformée, voire ultra transformée, auxquels on est soumis, si on peut dire, dans nos pays industrialisés. Alors, je ne vais pas développer tout un aspect qui sont la problématique, par exemple, des émulsifiants alimentaires ou encore des sulfites qu'on peut voir par exemple dans certains vins, ou encore des édulcorants qui aussi font également beaucoup parler. Et ou encore certains polluants alimentaires qu'on peut également rencontrer. D'ailleurs, dans nos aliments, on a entendu récemment aussi l'eau de boisson qui peut être porteur de ces polluants. En fait, il y a beaucoup de travaux qui finalement déterminent les relations entre ces contaminants alimentaires et le microbiote intestinal. Alors, je vais vous parler de différents composants, en particulier certains groupes d'aliments, comme bien sûr les enjeux liés à certains nutriments ou macronutriments. Juste pour vous rappeler, évidemment, l'importance des fruits et des légumes, notamment dans les facteurs de risque cardiovasculaire. Il y a une étude célèbre qui est issue effectivement du groupement PUR, qui a étudié des populations dans plus de 18 pays. Et donc, ce n'était pas vraiment une surprise, une consommation plus élevée de fruits et légumes et de légumineuses, et donc associé à un risque moins élevé de mortalité globale. Et donc ce qui va bien avec les recommandations actuelles sur la consommation des fruits et légumes. La question qui peut se poser, c'est est-ce que certains de ces effets passent par certains de ces effets sur la santé, passent par une modification de notre microbiote intestinal. Et effectivement, probablement parmi les groupes d'aliments ou macronutriments, de composés alimentaires les plus étudiés, on retrouve bien sûr l'importance des fibres, des différents types de fibres, puisque ce sont des éléments très importants justement des végétaux, des fruits et des légumes. Alors, il faudrait presque une autre session du printemps du microbiote pour vous parler des fibres. Et très brièvement, donc, on a différents types de fibres, des fibres solubles qui vont dépendre ici de types de chaînes de glucose qui sont de la façon dont c'est organisé. Donc ici, on voit des polymères linéaires et donc c'est associé également à la viscosité.
Il y a des fibres solubles moins visqueuses, hein, et donc c'est plus différents polymères ici multiples branchés, comme on voit ici, et puis des fibres insolubles. Effectivement, ces différents types de fibres, c'est tout un monde, en fait, des fibres alimentaires, vont être étudiés et on s'aperçoit au cours du temps de l'effet bénéfique de ces différents types de fibres sur la santé. Et quand on pense microbiote intestinal, on pense bien sûr production d'acides gras à chaîne courte issus de ces fibres alimentaires, et en particulier de ces fibres ici, comme par exemple ces fibres non visqueuses, comme l'inuline ou encore le fructo-oligosaccharide, qui a été beaucoup étudié à la fois dans des modèles animaux et puis aussi chez l'homme. On va voir quelques exemples. Donc, à partir de ces fibres que nous consommons, qui vont atteindre en fait l'intestin, et en particulier la partie basse de l'intestin, donc le côlon, on va trouver donc des bactéries qui vont être capables de fermenter ces fibres et de produire par ce processus de fermentation donc des petites molécules, donc qui sont ces acides gras à chaîne courte, acétate, propionate, butyrate. Alors, c'est un monde assez, là aussi, en tant que tel, assez riche, mais pour être simple, on peut se dire que ces acides gras à chaîne courte représentent à peu près 10% des besoins énergétiques chez l'homme. Ils vont influencer notre santé, en particulier notre système nerveux entérique. Ils vont stimuler le mouvement intestinal, la motilité intestinale. Ils ont aussi des effets anti-inflammatoires et immunosuppresseurs. Donc, dans ce qui nous intéresse, ils sont plus particulièrement impliqués dans le métabolisme de l'hôte et du métabolisme du glucose, par exemple, la sensibilité à l'insuline. Alors, on parle aussi beaucoup des jonctions serrées. Donc, ils ont des propriétés barrières assez intéressantes. Et puis, parmi les vedettes de ces acides gras à chaîne courte, on peut parler du butyrate, qui est une source d'énergie importante pour les cellules de l'épithélium du côlon, et donc proposé comme étant protecteur pour notamment limiter l'inflammation. Alors, quand on regarde les données et la littérature, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'informations sur ces fibres. Alors, j'ai pris un exemple ici, qui est celui de l'inuline, qui a été beaucoup étudié, notamment par des collègues en Belgique, le groupe de Nathalie Delzen. Alors, l'inuline, on en trouve dans des aliments comme voilà, le topinambour. C'est assez riche en inuline et on n'en consomme plus tellement. L'agave, les artichauts, donc là, c'est la saison, le printemps, c'est la saison des asperges. Donc, si vous consommez des asperges, il y a de l'inuline. La banane, la racine de chicorée, l'ail, l'oignon, le poireau, le blé, etc. Alors là, il faut distinguer les données qu'on peut avoir, par exemple, chez les rongeurs. Et ce qui a été bien montré, c'est qu'effectivement, vous modifiez l'alimentation des rongeurs en donnant de l'inuline, vous allez avoir des effets sur la réduction du poids et sur l'amélioration métabolique. Donc la glycémie, la tolérance au glucose, les taux de triglycérides, le cholestérol sanguin. Alors après, il y a des problèmes de réplication dans certaines études, et la question c'est est-ce qu'on peut vraiment translater ces données chez l'homme? Alors il y a pas mal de données sur effectivement l'utilisation de l'inuline chez l'homme, et donc par exemple sur le fait que ça va modifier les profils de fermentation bactérienne, mais pas toujours, ça dépend des études. Ça va également modifier les bifidobactéries. On a des effets également satiétogènes sur le GLP-1. Et alors, curieusement, alors qu'on s'attendrait parfois à une augmentation de la richesse du microbiote, j'y reviendrai, on peut voir parfois une baisse de richesse. Donc, encore une fois, on va avoir des résultats variables en fonction du type d'étude. Deux exemples faits par le groupe de Nathalie Delzen en Belgique. Vous donnez en fait une alimentation dans laquelle vous allez enrichir l'alimentation habituelle en inuline pendant 2 semaines, donc un effet relativement court, et vous allez voir l'effet de cette consommation au déjeuner et au dîner de légumes. Je vous ai cité tout à l'heure, topinambour, poireau, salsifis par exemple. On va enrichir en inuline pour atteindre environ 15 grammes par jour. Et en fait, ce que vous pouvez voir en orange et en gris, c'est que, surtout en orange, donc après 15 jours, on va avoir une augmentation de marqueurs de la satiété, plutôt une réduction de l'envie de manger, une sensation de plénitude intestinale, des modifications aussi dans l'envie de manger sucré, par exemple, ou gras.
Et donc, c'est cet effet, donc ça c'est après 2 semaines en orange, et ces effets même peuvent persister après l'arrêt de ce régime, donc riche en inuline. Donc un effet potentiellement important sur des facteurs de comportement alimentaire. Alors, on a envie de se dire, bon, ben, qu'est-ce qui se passe quand quand on propose ces modifications chez des personnes en situation d'obésité ou de surpoids? Alors, on peut être un peu déçu parce que, en fait, dans une autre étude de la même équipe, lorsqu'on donne effectivement de l'inuline et puis du fructo-oligosaccharide à 30 sujets en situation d'obésité, bah, finalement, on a un effet assez modeste sur le poids, une petite réduction de la masse grasse, mais pas des effets énormes sur les paramètres métaboliques. En revanche, il va y avoir des effets intéressants sur la composition du microbiote intestinal avec, par exemple, l'enrichissement en certains groupes bactériens comme les bifidobacterium ou les lactobacilles. Et également, dans cette étude, ils ont montré des augmentations, par exemple, de Faecalibacterium proteinisi. Donc, voilà, des effets parfois variables, en fait, en fonction des études. Alors, pour pousser un peu le trait, ce travail ici à l'écran illustre la complexité, en fait, des phénomènes, puisque la question qui était posée dans ce travail, c'était de regarder l'apport, en fait, d'inuline. Alors là, on est chez l'animal, mais on a chez des animaux dans lesquels on a induit une dysbiose, donc déjà une altération du microbiote intestinal. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que lorsque on va donner de l'inuline à ces animaux, alors c'est un peu défrayé la chronique, il va y avoir une augmentation de la fermentation de certains métabolites, des changements des acides biliaires. Et ce qui s'est passé, c'est que ces animaux vont développer des marqueurs, enfin plutôt une modification avec une augmentation du cancer du foie. Alors ça, c'était quand même assez perturbant. Et donc, ça veut dire que probablement, il faut avoir une réflexion sur quel est l'état finalement du microbiote intestinal dans ce contexte, l'état de la dysbiose, et qu'en fonction finalement de microbiote de départ, il peut y avoir des effets finalement peut-être assez, enfin non attendus de ces fibres comme l'inuline. En revanche, dans d'autres études, il a été montré que l'ajout de fibres, bien sûr, était plutôt protecteur du cancer. Alors, je vous parle des types de glucides. Bien évidemment, tous les glucides ne se valent pas. On a parlé de finalement de ces glucides non transformés, des fibres donc, qui sont des substrats et des futurs prébiotiques. Mais bien sûr, parmi les glucides, bon, il y a d'autres types de sucres, dont le fructose. Et en fait, ce que vous voyez à l'écran, c'est que notamment le fructose dans les aliments transformés peuvent poser un problème, et notamment au niveau hépatique, hein, sur l'accumulation de graisse hépatique, mais aussi le changement du microbiote intestinal au travers notamment de processus inflammatoires et de modification de la perméabilité intestinale. Alors, ça nous amène donc, c'est un exemple sur le fructose, mais ça nous amène également à l'effet des lipides. Et donc ça, là aussi, littérature extrêmement abondante dans le domaine. Vous consommez une alimentation riche en graisse. Ça va également donc modifier la diversité microbienne, modifier la composition avec un enrichissement en bactéries qui vont produire plus de lipopolysaccharides et qui vont aller avoir un impact sur nos organes. Alors voilà, le LPS, lipopolysaccharides, composant des bactéries gram-négatives de la paroi bactérienne, vont agir sur des récepteurs comme les toll-like récepteurs 4, et il va y avoir des effets qui vont, ici on a un autre messager qui est MyD88, donc qui vont contribuer à l'élévation de cytokines inflammatoires, mais les effets peuvent passer par ce système ici ou bien par d'autres voies biologiques indépendantes de MyD88. Alors, c'est des travaux qui ont été menés aussi il y a quelques années, et notamment par le groupe de Patrice Calmy, et c'est résumé sur cette diapositive. Globalement, voilà, vous consommez une alimentation riche en graisse,
vous allez avoir des modifications bactériennes, production de LPS. Ça va donc agir sur l'aspect inflammatoire des macrophages et altérer nos organes en favorisant l'inflammation et la réduction de la sensibilité à l'insuline, comme dans le muscle ici, modifique dans le foie, ou encore également ici l'inflammation du tissu adipeux. Donc ça fait l'objet de beaucoup d'études, en particulier dans des modèles animaux. Alors est-ce qu'on peut contrecarrer ces effets? Eh bien en fait, voilà un exemple. Si vous modifiez le type d'acide gras, en particulier si vous enrichissez votre alimentation en acides gras oméga 3, alors je dis si vous changez, mais là c'est donné chez l'animal, vous allez pouvoir effectivement voir une diminution des bactéries productrices de lipopolysaccharides avec une élévation de bifidobactéries, qui est une petite faute d'orthographe ici. Donc là, dans ce travail-là, il s'agissait effectivement de donner à des animaux qui avaient été, dont le microbiote avait été perturbé par une alimentation riche en graisse, de substituer et donner un régime enrichi en oméga 3. Et donc, on a une réduction de ce qu'on appelle l'endotoxémie métabolique avec une diminution de l'inflammation bagrane. Alors là, ici, c'est toujours pareil. Si on essaie de transposer les données vers des études larges au niveau épidémiologique et se poser la question des relations entre l'alimentation riche en graisse et nos risques, et en particulier nos risques cardiovasculaires. Là aussi, beaucoup de discussions au niveau international et sur le fait qu'effectivement, la graisse et les types de graisse ne sont pas toujours associés à la mortalité, et c'est encore des résultats de l'étude, cette vaste étude qui est l'étude pure. Et en fait, ce qui est discuté en fait dans ce travail, c'est le type de transformation des graisses, comme par exemple les acides gras trans. Donc, ce qui montre vraiment la complexité des phénomènes. Alors, glucides, lipides, donc protéines. Alors, il y a un peu moins de données sur les protéines, mais on commence à en avoir plus. Et puis là, il faut distinguer l'origine des protéines venant effectivement de protéines végétales ou bien animales, pour lequel, de la même façon, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit des modifications dans la composition microbienne. Alors, vous voyez résumé sur cette slide, donc protéines végétales, plutôt enrichissement en bifidobactéries, en lactobacilles, plutôt un effet favorable avec élévation des acides gras à chaîne courte. En revanche, on a un effet un peu opposé pour certaines protéines d'origine animale. Alors, dans ce domaine, ce qui a été beaucoup montré et discuté, c'est effectivement l'enjeu de consommation alimentaire, et en particulier dans l'alimentation qu'on voit ici carnée, ou avec des graisses, on va consommer de la choline, une phosphatidylcholine. Ça va donc arriver, en tout cas une partie, va être utilisée par les bactéries qui vont produire un gaz qui s'appelle le TMA ou triméthylamine. Ce gaz va aller au foie et par l'enzyme FMO3 va former le triméthylamine oxyde ou TMAO. Et ce qui a été montré sont des relations entre les taux circulants de TMAO et l'altération des vaisseaux, et donc conférant un risque de maladie cardiovasculaire, comme l'élévation des risques d'athérosclérose, de mortalité toute cause, et aussi des altérations de la fonction rénale. Donc tout ça participe finalement à la production de ces métabolites issus des changements du microbiote intestinal qui vont avoir des effets potentiellement sur notre santé et nos risques, en particulier cardiovasculaires. Alors l'alimentation est importante aussi. Des études cliniques en nutrition finalement relativement simples. Hein. Vous faites un switch alimentaire, c'est-à-dire que vous avez une consommation omnivore globale, bon, vous allez produire du TMAO. Si vous regardez que les gens qui sont véganes, en fait, qui ne consomment pas du tout de produits animaux, bah, vous n'avez pas, la production de TMAO est très, très basse. Alors, je vais passer peut-être celle-là pour avancer. Et donc, on est au cœur des interactions entre alimentation, microbiote et risque de maladies métaboliques. Je vous ai parlé du TMAO, mais un autre exemple, c'est l'imidazole propionate. L'imidazole propionate, alors là, on parlait de protéines tout à l'heure, c'est issu de la consommation
d'un acide aminé qu'on retrouve dans plein de protéines, qui est donc l'histidine. Et donc, le groupe de Frédéric Bakken, il y a déjà quelques années, a montré que le microbiote intestinal pouvait produire de l'imidazole propionate, que celui-ci avait une action au niveau du foie et donc va agir sur la résistance à l'insuline. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dosé l'imidazole propionate dans une très large population issue du projet européen Métacardis, 2100 personnes en Europe, qu'on a caractérisées pour plein de facteurs métaboliques. Et on s'est aperçu qu'il y avait une relation entre l'élévation du taux d'imidazole propionate et le prédiabète ou le diabète de type 2. Donc, ce qui a été montré, c'est que, enfin proposé, c'est que le microbiote, par la production de ce métabolite, l'imidazole propionate, donc peut moduler le métabolisme de l'hôte, et aussi l'inflammation bas grade. Et de la même façon, on a regardé donc les consommations alimentaires et mis en relation avec, enfin, les consommations alimentaires avec le taux d'imidazole propionate. Alors, on peut le faire en regardant l'alimentation des personnes, en calculant des scores en lien avec la qualité de leur alimentation. Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est que c'est bleu, donc il y a une relation négative entre la qualité de l'alimentation et l'imidazole propionate. Donc, plus votre alimentation est de mauvaise qualité, plus vous avez un risque d'avoir une augmentation de l'imidazole propionate. Alors, cela dépend encore une fois de la richesse du microbiote. En fait, ce qu'on voit ici, en rouge, les barres rouges, ce sont des personnes qui ont une baisse de la richesse, ou encore certains microbiotes dysbiotiques, ici en rouge foncé. Ces personnes-là vont avoir également un taux d'imidazole propionate dans le sang plus élevé. Je vous ai parlé du triméthylaminoxide, de l'imidazole propionate, mais ce qui rend les choses encore plus complexes, c'est qu'il y a de très nombreux métabolites en relation avec nos changements alimentaires qui peuvent donc influencer notre santé métabolique. Et ça a été repris dans cette revue du groupe de Frédéric Bakken. Vous voyez, alimentation et médicaments aussi. Et puis, on voit les carrés rouges, bleus ou violets ici. Et on voit les effets de certains donc métabolites bactériens sur nos organes, comme le foie, les vaisseaux, le tissu adipeux, le pancréas ici, le rein, ou encore le cœur. Alors, si on suit, par exemple, un autre exemple, les toxines urémiques, ben, on va voir qu'elles vont avoir des effets, par exemple, sur nos vaisseaux ou encore sur le risque cardiovasculaire. Donc, tout l'enjeu, c'est à partir des changements du microbiote intestinal en réponse à l'alimentation, la production, les balances finalement entre ces différents métabolites et l'impact que cela peut avoir sur notre organisme. Donc, un schéma un petit peu simplifié pour résumer tout ça. Donc, régime riche en graisse, on va avoir donc modification de la composition microbienne avec plutôt des productions, enrichissement en bactéries ayant plutôt des effets pro-inflammatoires. Cela va favoriser l'inflammation bas grade et peut être en lien avec des complications sur nos organes et puis des complications sur notre santé. Ici, donc, dans le régime plutôt riche en graisse, là aussi, on va avoir modification de certains groupes bactériens, par exemple enrichissement d'entérobactéries. Je vous ai parlé du TMAO, par exemple. Régime plus riche en fibres, on va avoir augmentation, par exemple, de la prévalence de bactéries Prevotella qui va favoriser des acides gras à chaîne courte qui ont plutôt des effets bénéfiques sur notre métabolisme. Alors, pour terminer, la question c'est où va-t-on avec ces données? Parce que ce qui se complique, c'est qu'en fonction de notre profil microbien, on peut avoir des effets différents. Et donc, la question qui se pose, c'est va-t-on vers une nutrition de précision? En effet, à partir de notre alimentation, qui peut être très diverse, alors je n'ai pas développé les différents types de régimes alimentaires et qui peuvent aussi moduler le microbiote, bien sûr le régime de type vegan ou méditerranéen ou encore cétogène. Donc, ce que je mange va avoir un effet sur la machinerie métabolique des bactéries qui vont en retour produire aussi des métabolites bactériens et avoir des effets variables sur la biologie et la santé.
Donc, qu'est-ce que cette nutrition de précision? Ben, c'est l'étude de la façon dont les individus réagissent différemment aux aliments et aux nutriments, et on a vu qu'il y en avait beaucoup, et qu'on peut se dire qu'à partir de cette connaissance, on pourrait donner en fait des régimes personnalisés en fonction du profil de la personne, et en particulier de son profil microbien. Alors, parmi les études les plus célèbres en fait, dans ce domaine, on est obligé de citer celle du groupe de Eran Segal et d'Eran Elinav en Israël, qui ont donné dans une très large population, 800 personnes, des repas pendant 7 jours, des repas standardisés. Et on va regarder, donc sur 7 jours, ça faisait près de 47 000 repas. Et on va regarder la réponse à ces repas standardisés, et en particulier, on voyait différents types de pain donnés au cours du temps pendant 7 jours. Donc, première observation, on est très différents en fonction de ces consommations, alors là, en l'occurrence, d'hydrates de carbone, avec des variations de la glycémie d'une personne à l'autre qui vont varier. Donc, grande variabilité dans la réponse à des repas identiques. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé, notamment issu de l'intelligence artificielle, un algorithme d'apprentissage pour prédire la réponse glycémique postprandiale et pouvoir ensuite voir si on peut donner des repas personnalisés. Donc, différents types de réponses. Et puis, donc, ils avaient une capacité à prédire qui était assez intéressante. Donc, le résultat de cette étude, on peut manger tous les mêmes choses, mais nous réagirons différemment, et le microbiote est un acteur de ces réponses. Alors, il ne s'agit pas seulement que la réponse aux hydrates de carbone, c'est vrai aussi sur différents autres types d'aliments. On a vu tout à l'heure la réponse la tolérance au glucose. C'est vrai aussi, cette différence individuelle va se retrouver pour d'autres marqueurs, comme un repas test, par exemple, qui va comporter des lipides. Et donc, dans une étude qui s'appelle PREDICT, ainsi que l'étude de Zivi en Israël, ce qui a été montré, c'est qu'à partir de notre profil microbien, on pouvait finalement prédire des réponses aux hydrates de carbone, mais éventuellement à d'autres repas. Donc, il n'y a qu'un pas pour se dire, à partir de notre profil microbien, on peut remonter en donnant finalement des conseils personnalisés pour permettre finalement une amélioration non seulement du microbiote intestinal, mais peut-être aussi par ce biais de notre biologie. Alors, dans une autre étude déjà un peu ancienne, nous, ce qu'on avait fait il y a quelques années déjà, ça fait déjà 10 ans, on avait une 50aine de sujets qui étaient soumis à un régime restrictif pendant 6 semaines, et puis suivi d'une phase de maintien de poids. Donc, on avait montré que les personnes qui avaient un microbiote pauvre au départ, par cette alimentation de régime restrictif, lequel on avait augmenté des fibres, on pouvait augmenter la richesse microbienne. Mais vous voyez que ceux qui avaient un microbiote riche au départ, il y avait peu de variations. Et en revanche, ceux qui avaient un microbiote riche au départ avaient plutôt une meilleure amélioration métabolique au cours du temps. Et ce qu'on avait fait dans cet esprit de personnalisation, notamment avec le groupe de Jens Nielsen, c'est qu'on avait modélisé ça et on avait essayé de poser la question suivante, c'est est-ce qu'on peut fournir, à partir de la connaissance des groupes bactériens, est-ce qu'on peut fournir une alimentation qui va améliorer le profil des métabolites bactériens? Et donc, ce que le groupe de Jens Nielsen avait fait, c'était de construire un modèle. À l'époque, il n'y avait que 5 espèces bactériennes dans lequel on voulait moduler la production, notamment d'acides gras à chaîne courte. Et donc, en théorie, c'était une sorte de preuve de concept. On pouvait remonter à la personne en donnant des conseils alimentaires permettant d'avoir un meilleur profil de métabolites bactériens. Donc, on est ici dans de la preuve de concept, mais vers des conseils personnalisés. Alors, on l'a vu, des populations comme celles faites pour essayer d'améliorer la tolérance au glucose. Ici, un exemple de preuve de concept pour donner des régimes personnalisés pour améliorer la production de certains métabolites, dont les acides gras à chaîne courte. Donc, tout ça est en marche et on a aujourd'hui de plus en plus de données pour dire que peut-être, oui, demain, on peut aller vers cette nutrition personnalisée. La difficulté, c'est que est-ce que réellement on pourra mettre ça en pratique? Alors, il y a un exemple intéressant, c'est qu'un collègue, Eric Topol,
raconte qu'il a suivi le programme des collègues israéliens, donc du Weizmann, pour éviter justement ces pics de glucose. Et donc, à partir de son profil microbien, on lui a donné des recommandations alimentaires permettant d'éviter ces pics de glucose. Gros problème, c'est qu'on lui proposait de consommer des saucisses de type Bratwurst, notées A+, pour éviter l'élévation du glucose, alors que des produits qui étaient apparemment pas favorables pour lui, comme le gruau, le melon et les courges, sont parmi ses préférés. Donc, ça veut dire qu'on doit ici, donc c'est assez compliqué, puisque ici, on n'a pas tenu compte de ses préférences alimentaires. Donc, dans le futur, probablement, on a besoin de comprendre comment ces modèles peuvent nous donner des recommandations ad hoc. Il faut sûrement tenir compte des préférences alimentaires et de plein d'autres éléments qui sont liés au mode de vie habituel. Voilà, je vais m'arrêter là parce que oui, il est moins le quart, si on veut avoir un peu de temps pour des questions. Et donc, je vous ai montré de façon globale des liens entre l'alimentation et le microbiote. Vous voyez que c'est assez vaste et assez riche. Et puis, j'en profite pour remercier les membres de l'équipe, dont plusieurs travaillent dans ce domaine, et notamment la collaboration avec Jean-Daniel Zucker, sur lequel on travaille depuis pas mal d'années, sur les enjeux justement de cette nutrition de précision. Super, merci beaucoup, Karine, c'était très, très clair. Et je vais laisser Nathalie et Sophie la main pour les questions. Merci beaucoup, Karine, pour cette présentation vraiment super passionnante et un sujet qui est d'un intérêt majeur. Alors, on a quelques questions que je vais déjà aborder. Bonjour, y a-t-il eu des études sur les impacts des pesticides et des insecticides, glyphosate et perturbateurs endocriniens sur la composition du microbiote? Alors oui, on commence à en voir de plus en plus. Ce qui est difficile, en fait, alors, soit on est dans des modèles animaux et effectivement, vous allez regarder spécifiquement les changements des phénotypes des animaux et l'impact sur le microbiote. Donc oui, on commence à voir de plus en plus le glyphosate, par exemple, il y a des données en fait là-dessus. Ce qui est difficile, c'est que dans ces études, c'est d'arriver, encore une fois, hein, on est tous soumis à ces perturbateurs endocriniens. Le bisphénol A, il y a eu des travaux qui montrent encore une fois des modifications de la richesse et de la composition microbienne. Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, il y en a beaucoup de ces facteurs et c'est d'arriver à isoler en fait les effets et de voir comment ça peut se transposer chez l'homme et l'impact sur notre santé, par exemple. Oui, c'est ce que tu nous as bien montré, que isoler un paramètre alors qu'ils sont très largement intercroisés, c'est quelque chose qui est compliqué et en effet, sortir un élément semble un peu compliqué. Oui, enfin, là, j'ai montré l'exemple, enfin, juste pour rebondir là-dessus, Nathalie, j'ai montré l'exemple effectivement des macronutriments séparés. Ce que je n'ai pas montré, c'est effectivement, on ne mange pas des macrosuppléments séparés. J'ai sauté la slide sur le régime méditerranéen, mais les différents types de régimes aussi sont testés. Régime, par exemple, quand on compare cétogène versus méditerranéen, il va y avoir des changements de la composition vraiment globale et importante du microbiote. Oui. Bien évidemment. Alors, je continue sur les questions. Une question qui va toucher directement. Quel est l'impact d'un bypass sur le microbiote intestinal pour les patients obèses et quels sont les mécanismes moléculaires mis en jeu? 2 minutes pour répondre. Alors oui, bon, en fait, quand on a un bypass, alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude du bypass, donc c'est une intervention chirurgicale destinée à l'obésité sévère. On fait une petite poche gastrique et on raboute l'intestin en haut de la poche, ce qui fait qu'il y a une restriction alimentaire, mais aussi une part de malabsorption qui n'est pas forcément très très importante, mais bon, qui existe quand même. Donc ça, nous, on a travaillé en fait sur cette question. Donc chez des personnes en situation d'obésité candidates au bypass, il y a une réduction importante de la diversité microbienne et on voit que, je vous ai dit tout à l'heure que dans l'obésité modérée ou surpoids, on a 20-40% des gens qui ont une baisse de richesse microbienne. Chez les personnes candidates au bypass, c'est plus de 70% des personnes, donc baisse de richesse avec des changements bien sûr associés très importants dans la composition que je vous ai montré tout à l'heure. Lors du bypass, vous allez petit à petit
améliorer la composition, enfin la richesse et la composition microbienne dans le temps, mais sans rejoindre toutefois le niveau de ceux qui avaient un microbiote riche au départ. Donc ça, c'est déjà une première observation. Quels sont les mécanismes mis en jeu? En fait, quand on a bypass, on a toutes les raisons pour avoir des changements microbiens. Parce que, en fait, vous allez changer la motilité intestinale, changer la mise en contact du microbiote avec l'oxygène, changer l'acidité du milieu. J'en oublie. Vous allez modifier aussi certaines hormones, etc. Donc, en fait, comme les échanges sont bidirectionnels, on a plein de facteurs qui peuvent jouer. Et sans oublier, bien évidemment, la restriction alimentaire et les changements des modes alimentaires induits par le bypass. Donc, en fait, on a plein de raisons d'avoir ces changements. Donc, il faut arriver à disséquer les différents types de mécanismes. Et donc, pour terminer là-dessus, parce qu'effectivement, ça nécessiterait bypass et en tout cas chirurgie bariatrique et microbiote, ça nécessiterait une session toute seule. Mais globalement, la question, c'est, quand on regarde ces changements de microbiens, la question, c'est quelle est la part du changement qui peut être associée à une amélioration des phénotypes métaboliques et inflammatoires qu'on voit au cours du bypass. Et ça, c'est un sujet en tant que tel. Merci Karine. Il y a une question qui est posée, mais je pense que beaucoup de gens se la posent de façon générale, c'est vers qui se tourner pour avoir un conseil personnalisé pour améliorer sa santé, que ce soit faire une analyse de son microbiote dans des bonnes conditions. J'imagine que par derrière, ça peut être aussi, est-ce que c'est quelque chose qui est que dans le cadre de la recherche, est-ce que c'est quelque chose qui est remboursé, est-ce qu'il y a des personnes qui le font, est-ce que ça doit être un médecin, est-ce que ça doit être quelqu'un qui est nutritionniste, donc voilà. Alors ça, c'est un sujet compliqué qu'on a déjà abordé, c'est que souvent, dans les tests microbiens, quand on les envoie comme ça, ils sont envoyés et rendus aux personnes qui ne savent pas quoi bien en faire, ni leurs médecins. Et surtout, le problème, c'est que c'est décorrélé du contexte de la personne, de son mode de vie, de cette analyse globale sur le contexte de la personne. Et donc, les conseils parfois qu'on peut voir sur ces tests sont souvent pas très justes parce qu'on n'intègre pas, en fait, l'information chez la personne. Donc, pour répondre à la question chez qui se tourner, c'est encore un petit peu tôt parce qu'il faut montrer, en tout cas, ces tests, alors peut-être Philippe pourrait rebondir, mais aujourd'hui, il y a des sociétés savantes comme la Société de gastroentérologie qui a dit que ces tests ne servaient pas à grand-chose. Donc, parce qu'il faut pouvoir intégrer probablement cette information avec d'autres informations cliniques et biologiques et sur le mode de vie. Après, il y a des gens spécialisés en nutrition qui sont formés maintenant aux enjeux du microbiote, notamment à notre DU microbiote et santé. On fait un peu de pub qui permettent d'aborder un tout petit peu ces questions-là et de le faire de façon un peu raisonnée, quoi. Donc, mais c'est quelque chose qui est en devenir, hein. Quoi qu'on en pense, on aura maintenant des données sur... on va aller vers ça, ces enjeux de médecine de précision, mais j'ai essayé de vous montrer la complexité des choses. Je crois qu'on est dans une période de transition entre à la recherche pure et puis la translation à la clinique qui met du temps, toujours trop de temps pour les patients et même le grand public. Oui, mais on a besoin de ce temps-là parce que c'est un sujet sensible et il faut éviter de faire des raccourcis qui seraient, à mon avis, pas un peu délétères pour le domaine. Et puis, comme tu l'as dit, je pense très clairement, il y a les données de la science et puis il y a les données de l'individu avec l'appétence aussi qui est à prendre en compte. Et tous ces éléments sont à corréler, ce qui complexifie encore largement le système. Ouais. Mais bon, ces outils vont arriver, hein. Ouais. Alors, pour continuer sur ce même type de questions, tu as déjà un petit peu évoqué, il est demandé si, d'après toi, il y a un lien entre l'alimentation, le microbiote et la survenue des MICI. Alors, ça, c'est plus une question peut-être pour Philippe et son équipe, mais oui, bien sûr, il y a des données, je pense, de plus en plus importantes, par exemple, sur l'alimentation transformée et peut-être certains émulsifiants alimentaires, etc., sur l'effet sur la barrière intestinale. Oui, donc, oui, pour répondre très court, des liens épidémiologiques, mais avec des études telles que c'est de plus en plus direct entre alimentation ultra transformée et survenue des MICI, et puis des études européennes qui font lien entre une alimentation riche en protéines animales
Et la survenue de rectocolite hémorragique, pas grand-chose pour la maladie de Crohn. Voilà, ces études épiques. C'est très difficile à faire, ces études. Et puis, l'autre chose très compliquée, je me permets donc de poser une question, c'est que nous, dans nos traitements, il y a des aliments, recours à la nutrition entérale. Et la nutrition entérale, c'est plein d'émulsifiants. Et donc, on ne comprend pas très bien comment ça calme complètement l'inflammation, alors que c'est bourré d'émulsifiants. Bon, bref, ça pose aussi des questions plus que ça ne résout des questions. Non, enfin, il y a un enjeu qui est dans les études qu'on fait, c'est le recueil. C'est qu'il faut recueillir les aspects alimentaires. C'est ce qu'on essaie de faire dans le cadre de la FHU. Et il faut qu'on ait des outils de recueil, des outils relativement simples. Or, c'est un domaine complexe. Le recueil alimentaire, c'est un sujet à lui tout seul en nutrition. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on utilise comme outil, comment on les mesure. Et donc, ça pose ça pose vraiment plein de questions d'avoir des recueils simples. Mais je pense que dans les études, dans les pathologies, il faut ces recueils. Je pense qu'on aura des outils avec l'intelligence artificielle qui vont probablement arriver très rapidement dans les années à venir. Oui, pour rebondir aussi, une question sur les probiotiques. Est-ce que prendre des probiotiques est un bon moyen d'enrichir son microbiote? La question, c'est pareil, donc probiotiques, donc bactéries vivantes ayant potentiellement des effets sur la santé, bon, sachant que parfois certaines bactéries mortes peuvent peut-être avoir certains effets, mais globalement, alors, chez l'animal, on a soigné beaucoup de pathologies en donnant des probiotiques, voire des combinaisons de probiotiques. Dès qu'on passe à l'homme, c'est plus compliqué. Donc, faut voir, quand on dit santé, c'est quel état, voilà, est-ce que c'est une maladie inflammatoire de l'intestin, est-ce que c'est une maladie métabolique, est-ce que c'est une maladie ou une autre maladie inflammatoire, maladie articulaire, que sais-je. Donc, en fait, la question, c'est quel probiotique, pour quel profil et pour quel phénotype. Et aujourd'hui, dans le domaine du métabolisme, par exemple, on sait que des combinaisons de probiotiques peuvent avoir des tout petits effets chez l'homme pour, par exemple, améliorer la glycémie ou le taux de triglycérides. Mais il n'y a pas de démonstration formelle parce qu'en fait, on manque d'essais bien conduits pour les tester. Je propose qu'on termine avec une dernière question, donc très rapide. Je sais que vous êtes très, très pris. Et puis, on pourra ensuite donc évoquer les questions qui restent, qui sont nombreuses, lors de notre journée du 6 juin. Donc, une dernière réponse. Une dysbiose de la mère peut-elle être transmise à son nouveau-né via l'allaitement? Il y a des données, oui, il y a des données sur changement alimentaire et composition du lait. C'est des données déjà assez anciennes, hein. Il y a même des données qui datent de plus de 20 ans hein, sur la composition en oméga 3, en oméga 6 par exemple, et la composition du lait qui pourrait avoir des effets sur le devenir en fait des enfants. Et donc, on peut imaginer, oui, que ça puisse passer chez le petit enfant par le lait maternel. Là aussi, la problématique, c'est qu'on monte souvent des associations, on a besoin d'études prospectives. Et dans les travaux, d'ailleurs, on l'a vu au sein de la FHU, dans les travaux de l'équipe de Marie-Hélène Charles, on a vu des relations en fait entre le statut des mères et le microbiote d'enfants. Mais là, je ne pense pas que le lait maternel, il faudrait leur poser la question, ait été vraiment regardé. Donc, on a des éléments parcellaires, mais on peut tout à fait penser qu'en fonction de la composition du lait, oui, ça peut influencer le microbiote. Sophie, je vais peut-être te laisser conclure cette session et on va garder donc toutes les questions auxquelles on n'aura pas pu répondre pour la journée du mois de juin, du 6 juin. Donc, c'est une excellente nouvelle, même si ça ne nous étonne pas qu'il y ait beaucoup de questions. Donc, on vous remercie. C'était vraiment une session extrêmement intéressante. Et comme on le voit, l'objectif c'était aussi de faire partager au grand public. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne sont pas des praticiens, en tout cas des professionnels de santé qui ont écouté. Donc, Karine, merci beaucoup. Peut-être que Mina peut réafficher à l'écran la date du séminaire où on va tous se rejoindre avec les différents orateurs. Vous avez, je pense, répondu à la petite enquête de quelques questions qui est parue, qui a dû s'afficher directement sur
Zoom. Et donc, la prochaine session, c'est mardi prochain avec le docteur Bénédicte Pigneur sur les probiotiques de l'enfant, donc une consoeur qui est pédiatre à Necker. Et c'est une problématique qui nous est souvent posée à nous, médecins, notamment quand on donne des antibiotiques aux enfants. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous la semaine prochaine à 13 h et à bientôt. Au revoir. Bon Merci. après-midi. Merci, Et au merci, revoir. Mina. Au revoir. Merci, Karine. La session d'aujourd'hui va être présentée par Karine Clément et donc va porter sur l'alimentation. Je vous rappelle les modalités d'organisation du printemps du microbiote avec une session donc de questions-réponses qui aura lieu le 6 juin 2023. Donc, si les questions que vous souhaitez poser aujourd'hui ne sont pas traitées, eh bien, il restera cette session de rattrapage. Et je vous rappelle également le questionnaire qui vous sera envoyé à la fin de la présentation de Karine Clément. Philippe, je te laisse la parole. Oui, alors on a vraiment la très grande chance d'avoir Karine Clément aujourd'hui pour cette conférence et répondre aux questions sur un sujet qu'elle connaît bien. Karine Clément est professeure de nutrition à la Pitié-Salpêtrière et a contribué depuis maintenant une quinzaine d'années sur l'avancée fondamentale des liens entre certains facteurs génétiques, bien sûr, et l'obésité, mais aussi le microbiote intestinal, l'alimentation et l'obésité, ce ménage à trois qui est très complexe, mais qui va nous être présenté aujourd'hui. Vous pouvez poser vos questions dans la session discussion ou questions-réponses et on aura largement le temps d'y répondre tout à l'heure. Merci Karine, à toi la parole. Merci beaucoup. Merci Nathalie et Philippe. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Celui-là. Alors, est-ce que vous voyez bien? C'est parfait. Voilà, merci. Alors oui, en effet, donc comme Philippe Sexic le mentionnait, donc je vais vous parler des relations entre alimentation et microbiote intestinal. Et c'est un sujet assez vaste et assez complexe et on va discuter un peu de différents aspects. Alors donc, dans ce printemps du microbiote, on a vu dans les sessions de l'année dernière et puis cette année que beaucoup de facteurs interviennent dans le profilage du microbiote, en particulier celui qui nous intéresse ici, c'est le microbiote intestinal, des facteurs génétiques, effectivement l'infection, on a vu ça lors de la session précédente, des traitements. Et donc, on va parler des enjeux liés à l'alimentation qui font en effet l'interface entre nos changements alimentaires, nos changements environnementaux et le microbiote intestinal. Et je ne vais pas focaliser sur l'alimentation, mais il faut aussi rappeler qu'il y a énormément de facteurs de notre environnement qui peuvent intervenir dans ces modifications du microbiote intestinal et qui peuvent être en cause d'ailleurs dans pas mal de pathologies qu'on étudie notamment au sein de la Fédération hospitalo-universitaire PACEM. Alors, je vais vous présenter un certain nombre d'éléments concernant tout d'abord des données finalement épidémiologiques, c'est-à-dire l'étude de certaines populations et de voir comment ont été abordées justement ces relations entre alimentation et microbiote intestinal. Tout ça va nous amener à regarder l'impact des aliments sur les microbiotes, mais bon, avec un focus sur le microbiote intestinal. Bien sûr, à partir de l'utilisation des aliments par le microbiote intestinal, il y a une production d'un certain nombre de facteurs, notamment des métabolites issus des bactéries. Et puis, je terminerai vers ce qui se développe actuellement, qui sont les enjeux de la nutrition de précision, et on va voir de quoi il retourne. Alors, tout d'abord, sur les aspects donc épidémiologiques, hop, je vais... Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Donc, ce qui a été fait au départ, c'était vraiment de comparer différents types de populations humaines qui sont séparées géographiquement et qui ont des cultures différentes.
Alors l'exemple assez typique, c'est on prend des populations, par exemple américaines, hein, résidant des États-Unis, dont on connaît, on a une idée des modes alimentaires, et on va comparer par exemple à des personnes vivant en Nouvelle-Guinée. Et vous voyez sur l'écran que effectivement les modes alimentaires sont extrêmement différents. Vous avez d'un côté, à droite de l'écran, une population qui va consommer finalement beaucoup de fruits et légumes, des racines, finalement beaucoup de fibres, j'y reviendrai. Et puis de l'autre côté, une alimentation transformée, voire ultra transformée aux États-Unis. Donc immédiatement, ce qui a été vu, c'est qu'il y avait des différences assez importantes, à la fois dans la diversité, la richesse bactérienne et dans certaines populations bactériennes. Donc, pas mal d'études dans ce domaine, et peut-être parmi les études les plus célèbres, il y a cette étude ici, donc déjà plus de 13 ans, hein, PNAS 2010, qui visait à comparer des enfants qui étaient soit des enfants nés au Burkina Faso, mais qui n'avaient pas de dénutrition. Et quand on regarde leur alimentation, on s'aperçoit que c'est une alimentation assez pauvre en graisse, en protéines animales, mais riche en fibres et protéines végétales, donc encore les fibres. Et on compare ces enfants, même âge, même sexe, et on va les comparer à des enfants européens, en particulier vivant en Italie. Et là, bon, on sait que le régime alimentaire est assez différent, hein, riche en protéines animales, en sucre, en amidon, en graisse, et en fait pauvre en fibres. Et en fait, quand on fait ça, on s'aperçoit, comme on a vu tout à l'heure pour les habitants de Nouvelle-Guinée, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des différences extrêmement importantes, puisque les enfants nés dans cette région rurale africaine vont avoir des modifications dans la richesse, la biodiversité bactérienne, mais aussi dans la composition. Et vous voyez en vert, on voit l'augmentation de certains groupes bactériens, comme les actinobactéries, les bactéroïdètes, mais aussi la présence, et c'est ça qui était probablement marquant dans cette étude, de Prevotella. En revanche, chez les enfants issus de régions urbaines en Europe, hein, ici il s'agissait d'enfants italiens, on voit également des modifications importantes dans la composition en particulier, avec l'augmentation des firmicutes et de certaines protéobactéries. Et donc là, à partir de ces données, on peut se dire, bon, il y a une modification de la richesse microbienne, des changements dans la composition, et donc ça peut être lié à finalement ce régime assez riche en graisses saturées, protéines animales et pauvre en fibres. Et quand on regarde également finalement la production, et je vais y revenir, de produits bactériens comme les acides gras à chaîne courte, ils vont être augmentés dans les populations qui consomment plus de fibres. D'ailleurs, on le voit également quand on regarde les gènes, notamment des bactériens qui sont impliqués dans l'hydrolyse, par exemple, de la cellulose et la production des acides gras à chaîne courte, comme attendu, ils vont être augmentés lorsqu'on est en face à une population qui consomme beaucoup de fibres. Un autre exemple, alors là, il s'agissait de comparer des résidents alors de Norman, donc cette population de Norman, Oklahoma, aux États-Unis. Donc, on a regardé leur alimentation. Là, de la même façon, une alimentation avec finalement des fruits et des légumes, mais plutôt en conserve, du pain, du produit laitier, des plats occidentaux, donc des alimentations préemballées et transformées. Et on va les comparer également à des populations, par exemple, vivant sur les hauts plateaux andins. Là aussi, des régimes alimentaires extrêmement différents, avec des produits agricoles locaux, des consommations de petits animaux de la région. Et puis, encore une fois, un autre exemple chez les populations vivant en Amazonie. Et en fait, quand on fait ces comparaisons, là encore, on trouve non seulement des changements dans la diversité microbienne, donc plus élevés chez ces populations qui consomment une alimentation finalement plus traditionnelle par rapport donc aux Normands des États-Unis. Et donc, changement de richesse de diversité, mais également changement dans la composition. Alors, ces premiers travaux, qui se sont étalés depuis une dizaine d'années, ont été également renforcés par finalement le développement de grands consortiums dans différentes régions du monde, ainsi que des consortiums internationaux.
Et donc, là aussi, ce qui a été montré, par exemple, dans le projet européen, européen Métaït, qui est également très célèbre, hein, qui date d'une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années maintenant, c'est quand on regarde à l'échelle d'une population les changements microbiens, et puis également on essaie de les caractériser par la prévalence de l'abondance de certains groupes bactériens, eh bien en fait on peut identifier des groupes. Et c'est ce qu'on voit ici à l'écran, donc dans ces populations danoises ou bien européennes ou américaines, on peut identifier ici 3 groupes qui ont été appelés des entérotypes, caractérisés par soit l'enrichissement en Bacteroides, ici en vert, ou bien en Prevotella, ou bien en Ruminococcus. Et bien en fait, dans une autre étude célèbre, encore une fois qui date de plus d'une dizaine d'années, ont été mis en relation les modes alimentaires, les habitudes alimentaires habituelles avec ces entérotypes. Et en fait, les consommateurs, ici, on voit à l'écran de viande, de produits carnés et aussi de graisse, vont avoir un enrichissement ici en Bacteroides, alors que les consommateurs d'hydrates de carbone vont avoir plus un enrichissement en Prevotella, et donc ils vont être plus dans le groupe, dans cet entérotype caractérisé par l'abondance en Prevotella. Autre exemple d'approche métagénomique, ici, on regarde en fait qu'est-ce qui explique la variabilité de la composition du microbiote intestinal. Alors, ça a été fait dans pas mal de populations. 2 exemples ici dans une population qui s'appelle la Flemish Study, donc en Belgique, dans les Flandres, et puis j'y reviendrai juste après, dans des populations également israéliennes. En fait, on s'aperçoit que ce qui caractérise la variabilité du microbiote intestinal, et donc les traitements, les médications, les facteurs liés aux paramètres de l'hôte, par exemple les paramètres biologiques, la glycémie, le taux de lipides, mais assez vite, on voit que ce qui vient des informations venant de l'alimentation joue un rôle important dans cette variabilité du microbiote intestinal, ainsi que les modes de vie. Même chose dans les populations israéliennes, on voit, donc on essaie d'expliquer la variabilité ou encore la variance du microbiote intestinal, on s'aperçoit que la consommation de légumes, de fruits, mais également d'autres types alimentaires, hein, comme on voit ici les bonbons par exemple, vont jouer un rôle dans la variance du microbiote intestinal. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que ces facteurs-là, pris individuellement, ont un petit rôle, mais de façon combinée, ils vont expliquer quand même une proportion relativement importante de cette variance. Donc, ça permet de conclure que notre alimentation, nos modes alimentaires habituels, probablement façonnent fortement la composition et la fonction de notre microbiote intestinal. Et même dans l'étude israélienne, ce qui a été montré, c'est que l'alimentation était finalement plus importante que notre génétique dans ce profilage de notre microbiote intestinal. Alors, ça permet de réfléchir à ce qui s'est passé, en particulier à l'industrialisation, où finalement on est passé il y a très longtemps d'une phase où on était des chasseurs-cueilleurs, et il y en a encore dans certaines régions du monde, à une phase où on s'est sédentarisé, où l'alimentation petit à petit va changer. On va consommer des produits différents jusqu'à l'ultra-industrialisation qu'on vit dans nos pays, où on voit qu'effectivement, il y a une modification de la richesse, de la diversité microbienne et des modifications importantes dans la composition de certains groupes bactériens. Alors, un autre exemple d'une étude très célèbre, focalisée sur l'enjeu de la diversité bactérienne. On voit ici que dans ce travail, les auteurs ont comparé dans le temps, en fait, en bleu, ici, une population américaine âgée de 2 ans à près de 70 ans, et comparée justement à des populations issues du Malawi ou bien des Amérindiens. Et comme on l'a vu dans les exemples précédents, finalement, très tôt, dès l'âge de 3 ans, on voit cette diminution de la diversité bactérienne chez les populations issues des États-Unis comparées aux Amérindiens ou aux populations venant du Malawi.
Alors, cette baisse de diversité, elle est probablement importante, et c'est ce qu'on a montré il y a déjà pas mal d'années, notamment chez des personnes en situation d'obésité, à la fois issues du consortium international METAIT, mais aussi de populations françaises dans Microbes, où on voit qu'une proportion non négligeable de personnes en situation d'obésité plus ou moins sévère vont avoir une réduction de la diversité du microbiote. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'avec cette réduction de la diversité microbienne, on va avoir des modifications dans la composition, avec globalement une perte de certains groupes bactériens qui ont plutôt des propriétés anti-inflammatoires. Alors, parmi les plus célèbres, on va retrouver Faecalibacterium prausnitzii ici, donc qui est diminué chez des personnes qui ont une faible diversité microbienne. Et on va voir chez ceux-là plutôt un enrichissement de bactéries ayant plutôt des propriétés pro-inflammatoires. Des relations avec justement une alimentation plus saine ont été montrées. Donc, plus de richesse et diversité alimentaire est associée à plus de richesse bactérienne. Et puis, au niveau clinique, c'est intéressant puisqu'on peut se dire, bon, voilà, je vais comparer des personnes qui ont une baisse de richesse bactérienne à ceux qui ont gardé plutôt un microbiote riche. Et bien, on s'aperçoit que ceux qui ont une perte de richesse bactérienne vont avoir plus souvent des facteurs de risque cardiométabolique comme une augmentation du taux de lipides, des marqueurs de résistance à l'insuline ou encore une élévation de l'inflammation bagrave. Alors la question qu'on peut se poser, c'est finalement quand on regarde ici la pyramide alimentaire, on voit les différents aspects liés à notre alimentation et on nous recommande de finalement consommer une alimentation non transformée, plutôt plus riche en fruits et légumes, pas trop riche notamment en certains composés comme les viandes rouges ou bien les huiles ici. Mais en fait, il y a maintenant une littérature extrêmement abondante qui montre que finalement, tous les composants de l'alimentation, qu'ils soient des macronutriments, des micronutriments, des minéraux, des vitamines, sont susceptibles de moduler le microbiote. Et donc, les composants de l'alimentation, mais aussi des composants de l'alimentation transformée, voire ultra transformée, auxquels on est soumis, si on peut dire, dans nos pays industrialisés. Alors, je ne vais pas développer tout un aspect qui sont la problématique, par exemple, des émulsifiants alimentaires ou encore des sulfites qu'on peut voir, par exemple, dans certains vins, ou encore des édulcorants qui aussi font également beaucoup parler. Et, ou encore certains polluants alimentaires qu'on peut également rencontrer. D'ailleurs, dans nos aliments, on a entendu récemment aussi l'eau de boisson qui peut être porteur de ces polluants. En fait, il y a beaucoup de travaux qui finalement déterminent les relations entre ces contaminants alimentaires et le microbiote intestinal. Alors, je vais vous parler de différents composants, en particulier certains groupes d'aliments, comme bien sûr les enjeux liés à certains nutriments ou macronutriments. Juste pour vous rappeler, évidemment, l'importance des fruits et des légumes, notamment dans les facteurs de risque cardiovasculaire. Il y a une étude célèbre qui est issue effectivement du groupement PUR, qui a étudié des populations dans plus de 18 pays. Et donc, ce n'était pas vraiment une surprise, une consommation plus élevée de fruits et légumes et de légumineuses, et donc associé à un risque moins élevé de mortalité globale. Et donc ce qui va bien avec les recommandations actuelles sur la consommation des fruits et légumes. La question qui peut se poser, c'est est-ce que certains de ces effets passent par certains de ces effets sur la santé, passent par une modification de notre microbiote intestinal. Et effectivement, probablement parmi les groupes d'aliments ou macronutriments, enfin de composés alimentaires les plus étudiés, on retrouve bien sûr l'importance des fibres, des différents types de fibres, puisque ce sont des éléments très importants justement des végétaux, des fruits et des légumes.
Alors, il faudrait presque une autre session du printemps du microbiote pour vous parler des fibres. Et très brièvement, donc, on a différents types de fibres, des fibres solubles qui vont dépendre ici de types de chaînes finalement de glucose qui sont de la façon dont c'est organisé. Donc ici, on voit des polymères linéaires et donc c'est associé également à la viscosité. Il y a des fibres solubles moins visqueuses et donc c'est plus différents polymères ici multiples branchés, comme on voit ici, et puis des fibres insolubles. Effectivement, ces différents types de fibres, c'est tout un monde en fait des fibres alimentaires, vont être étudiés et on s'aperçoit au cours du temps de l'effet bénéfique de ces différents types de fibres sur la santé. Et quand on pense microbiote intestinal, on pense bien sûr production d'acides gras à chaîne courte issus de ces fibres alimentaires et en particulier de ces fibres ici comme par exemple ces fibres non visqueuses comme l'inuline ou encore le fructo-oligosaccharides qui a été beaucoup étudié à la fois dans des modèles animaux et puis aussi chez l'homme. On va voir quelques exemples. Donc, à partir de ces fibres que nous consommons, qui vont atteindre en fait l'intestin et en particulier la partie basse de l'intestin, donc le côlon. On va trouver donc des bactéries qui vont être capables de fermenter ces fibres et de produire par ce processus de fermentation donc des petites molécules donc qui sont ces acides gras à chaîne courte, acétate, propionate, butyrate. Alors, c'est un monde assez, là aussi, en tant que tel, assez riche, mais pour être simple, on peut se dire que ces acides gras à chaîne courte représentent à peu près 10% des besoins énergétiques chez l'homme. Ils vont influencer notre santé, en particulier notre système nerveux entérique. Ils vont stimuler le mouvement intestinal, la motilité intestinale. Ils ont aussi des effets anti-inflammatoires et immunosuppresseurs. Donc, dans ce qui nous intéresse, ils sont plus particulièrement impliqués dans le métabolisme de l'hôte et du métabolisme du glucose, par exemple, la sensibilité à l'insuline. Alors, on parle aussi beaucoup des jonctions serrées. Donc, ils ont des propriétés barrières assez intéressantes. Et puis, parmi les vedettes de ces acides gras à chaîne courte, on peut parler du butyrate, qui est une source d'énergie importante pour les cellules de l'épithélium du côlon et donc proposé comme étant protecteur pour notamment limiter l'inflammation. Alors, quand on regarde les données et la littérature, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'informations sur ces fibres. Alors, j'ai pris un exemple ici qui est celui de l'inuline, qui a été beaucoup étudié, notamment par des collègues en Belgique, le groupe de Nathalie Delzen. Alors, l'inuline, on en trouve dans des aliments comme voilà, le topinambour. C'est assez riche en inuline et on n'en consomme plus tellement. L'agave, les artichauts, donc là, c'est la saison, le printemps, c'est la saison des asperges. Donc, si vous consommez des asperges, il y a de l'inuline. La banane, la racine de chicorée, l'ail, l'oignon, le poireau, le blé, etc. Alors là, il faut distinguer les données qu'on peut avoir, par exemple, chez les rongeurs. Et ce qui a été bien montré, c'est qu'effectivement, vous modifiez l'alimentation des rongeurs en donnant de l'inuline, vous allez avoir des effets sur la réduction du poids et sur l'amélioration métabolique. Donc la glycémie, la tolérance au glucose, les taux de triglycérides, le cholestérol sanguin. Alors après, il y a des problèmes de réplication dans certaines études. Et la question, c'est est-ce qu'on peut vraiment translater ces données chez l'homme? Alors, il y a pas mal de données sur, effectivement, l'utilisation de l'inuline chez l'homme. Et donc, par exemple, sur le fait que ça va modifier les profils de fermentation bactérienne, mais pas toujours. Ça dépend des études. Ça va également modifier les bifidobactéries. On a des effets également satiétogènes sur le GLP-1. Et alors, curieusement, alors qu'on s'attendrait parfois à une augmentation de la richesse du microbiote, j'y reviendrai, on peut voir parfois une baisse de richesse. Donc, encore une fois, on va avoir des résultats variables en fonction du type d'étude. Deux exemples faits par le groupe de Nathalie Delzen en Belgique. Vous donnez en fait une alimentation dans laquelle vous allez enrichir l'alimentation habituelle en inuline pendant 2 semaines, donc un effet relativement court, et vous allez voir l'effet de cette consommation au déjeuner et au dîner de légumes. Je vous ai cité tout à l'heure, topinambour, poireaux, salsifis par exemple. On va enrichir en inuline
pour atteindre environ 15 grammes par jour. Et en fait, ce que vous pouvez voir en orange et en gris, c'est que, surtout en orange, donc après 15 jours, on va avoir une augmentation de marqueurs de la satiété, plutôt une réduction de l'envie de manger, une sensation de plénitude intestinale, des modifications aussi dans l'envie de manger sucré, par exemple, ou gras. Et donc, c'est cet effet, donc ça c'est après 2 semaines en orange, et ces effets même peuvent persister après l'arrêt de ce régime, donc riche en inuline. Donc un effet potentiellement important sur des facteurs de comportement alimentaire. Alors, on a envie de se dire, bon, ben, qu'est-ce qui se passe quand quand on propose ces modifications chez des personnes en situation d'obésité ou de surpoids? Alors, on peut être un peu déçu parce que, en fait, dans une autre étude de la même équipe, lorsqu'on donne effectivement de l'inuline et puis du fructo-oligosaccharide à 30 sujets en situation d'obésité, ben, finalement, on a un effet assez modeste sur le poids, une petite réduction de la masse grasse, mais pas des effets énormes sur les paramètres métaboliques. En revanche, il va y avoir des effets intéressants sur la composition du microbiote intestinal avec, par exemple, l'enrichissement en certains groupes bactériens comme les bifidobacterium ou les lactobacilles. Et également, dans cette étude, ils ont montré des augmentations, par exemple, de Faecalibacterium proteinsi. Donc, voilà, des effets parfois variables, en fait, en fonction des études. Alors, pour pousser un peu le trait, ce travail ici à l'écran illustre la complexité, en fait, des phénomènes, puisque la question qui était posée dans ce travail, c'était de regarder l'apport, en fait, d'inuline. Alors là, on est chez l'animal, mais chez des animaux dans lesquels on a induit une dysbiose, donc déjà une altération du microbiote intestinal. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que lorsque on va donner de l'inuline à ces animaux, alors c'est un peu défrayé la chronique, il va y avoir une augmentation de la fermentation de certains métabolites, des changements des acides biliaires. Et ce qui s'est passé, c'est que ces animaux vont développer des marqueurs, enfin plutôt une modification avec une augmentation du cancer du foie. Alors ça, c'était quand même assez perturbant. Et donc, ça veut dire que probablement, il faut avoir une réflexion sur quel est l'état finalement du microbiote intestinal dans ce contexte, l'état de la dysbiose, et qu'en fonction finalement de microbiote de départ, il peut y avoir des effets finalement peut-être assez, enfin non attendus de ces fibres comme l'inuline. En revanche, dans d'autres études, il a été montré que l'ajout de fibres, bien sûr, était plutôt protecteur du cancer. Alors, je vous parle des types de glucides. Bien évidemment, tous les glucides ne se valent pas. On a parlé de ces glucides non transformés, des fibres donc, qui sont des substrats et des futurs prébiotiques. Mais bien sûr, parmi les glucides, bon, il y a d'autres types de sucres, dont le fructose. Et en fait, ce que vous voyez à l'écran, c'est que notamment le fructose dans les aliments transformés peuvent poser un problème, et notamment au niveau hépatique, sur l'accumulation de graisse hépatique, mais aussi le changement du microbiote intestinal au travers notamment de processus inflammatoires et de modification de la perméabilité intestinale. Alors, ça nous amène, donc c'est un exemple sur le fructose, mais ça nous amène également à l'effet des lipides. Et donc ça, là aussi, littérature extrêmement abondante dans le domaine. Vous consommez une alimentation riche en graisse, ça va également donc modifier la diversité microbienne, modifier la composition avec un enrichissement en bactéries qui vont produire plus de lipopolysaccharides et qui vont aller avoir un impact sur nos organes. Alors voilà, le LPS, lipopolysaccharide, composante des bactéries gram-négatives de la paroi bactérienne, vont agir sur des récepteurs comme les toll-like récepteurs 4, et il va y avoir des effets qui vont, ici on a un autre messager qui est MyD88, donc qui vont contribuer
à l'élévation de cytokines inflammatoires. Mais les effets peuvent passer par ce système ici ou bien par d'autres voies biologiques indépendantes de MyD88. Alors, c'est des travaux qui ont été menés aussi il y a quelques années, et notamment par le groupe de Patrice Calmy. Et c'est résumé sur cette diapositive. Globalement, voilà, vous consommez une alimentation riche en graisse, vous allez avoir des modifications bactériennes, production de LPS. Ça va donc agir sur l'aspect inflammatoire des macrophages et altérer nos organes en favorisant l'inflammation et la réduction de la sensibilité à l'insuline, comme dans le muscle ici, dans le foie, ou encore également ici l'inflammation du tissu adipeux. Donc ça fait l'objet de beaucoup d'études, en particulier dans des modèles animaux. Alors, est-ce qu'on peut contrecarrer ces effets? Eh bien, en fait, voilà un exemple. Si vous modifiez le type d'acide gras, en particulier si vous enrichissez votre alimentation en acides gras oméga 3, alors je dis si vous changez, mais là, c'est donné chez l'animal, vous allez pouvoir effectivement voir une diminution des bactéries productrices de lipopolysaccharides avec une élévation de bifidobactéries, qui est une petite faute d'orthographe ici. Donc là, dans ce travail-là, il s'agissait effectivement de donner à des animaux qui avaient été, dont le microbiote avait été perturbé par une alimentation riche en graisse, de substituer et donner un régime enrichi en oméga 3. Et donc, on a une réduction de ce qu'on appelle l'endotoxémie métabolique avec une diminution de l'inflammation bagrane. Alors là, c'est toujours pareil, si on essaie de transposer les données vers des études larges au niveau épidémiologique et se poser la question des relations entre l'alimentation riche en graisse et nos risques, et en particulier nos risques cardiovasculaires. Là aussi, beaucoup de discussions au niveau international et sur le fait qu'effectivement, la graisse et les types de graisse ne sont pas toujours associés à la mortalité, et c'est encore des résultats de cette vaste étude qui est l'étude PURE. Et en fait, ce qui est discuté dans ce travail, c'est le type de transformation des graisses, comme par exemple les acides gras trans. Donc, ce qui montre vraiment la complexité des phénomènes. Alors, glucides, lipides, donc protéines. Alors, il y a un peu moins de données sur les protéines, mais on commence à en avoir plus. Et puis là, il faut distinguer l'origine des protéines venant effectivement de protéines végétales ou bien animales, pour lequel, de la même façon, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit des modifications dans la composition microbienne. Alors, vous voyez résumé sur cette slide, donc protéines végétales, plutôt enrichissement en bifidobactéries, en lactobacilles, plutôt un effet favorable avec élévation des acides gras à chaîne courte. En revanche, on a un effet un peu opposé pour certaines protéines d'origine animale. Alors, dans ce domaine, ce qui a été beaucoup montré et discuté, c'est effectivement l'enjeu de consommation alimentaire, et en particulier dans l'alimentation qu'on voit ici carnée, ou avec des graisses, on va consommer de la choline, une phosphatidylcholine. Ça va donc arriver, en tout cas une partie va être utilisée par les bactéries qui vont produire un gaz qui s'appelle le TMA ou triméthylamine. Ce gaz va aller au foie et par l'enzyme FMO3 va former le triméthylamine oxyde ou TMAO. Et ce qui a été montré, ce sont des relations entre les taux circulants de TMAO et l'altération des vaisseaux, et donc conférant un risque de maladies cardiovasculaires, comme l'élévation des risques d'athérosclérose, de mortalité toute cause, et aussi des altérations de la fonction rénale. Donc tout ça participe finalement à la production de ces métabolites issus des changements du microbiote intestinal qui vont avoir des effets potentiellement sur notre santé et nos risques, en particulier cardiovasculaires. Alors l'alimentation est importante aussi. Des études cliniques en nutrition finalement relativement simples. Vous faites un switch alimentaire, c'est-à-dire que vous avez une consommation omnivore globale, vous allez produire du TMAO. Si vous regardez que les gens qui sont véganes, en fait, qui ne consomment pas du tout de produits animaux, vous n'avez pas la production de TMAO est très, très basse.
Alors, je vais passer peut-être celle-là pour avancer. Et donc, on est au cœur des interactions entre alimentation, microbiote et risque de maladies métaboliques. Je vous ai parlé du TMAO, mais un autre exemple, c'est l'imidazole propionate. L'imidazole propionate, alors là, on parlait de protéines tout à l'heure, c'est issu de la consommation d'un acide aminé qu'on retrouve dans plein de protéines, qui est donc l'histidine. Et donc, le groupe de Frédéric Bakken, il y a déjà quelques années, a montré que le microbiote intestinal pouvait produire de l'imidazole propionate, que celui-ci avait une action au niveau du foie et donc va agir sur la résistance à l'insuline. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dosé l'imidazole propionate dans une très large population issue du projet européen Métacardis, 2100 personnes en Europe, qu'on a caractérisées pour plein de facteurs métaboliques. Et on s'est aperçu qu'il y avait une relation entre l'élévation du taux d'imidazole propionate et le prédiabète ou le diabète de type 2. Donc, ce qui a été montré, proposé, c'est que le microbiote, par la production de ce métabolique, l'imidazole propionate, donc peut moduler le métabolisme de l'hôte, et aussi l'inflammation bas grade. Et de la même façon, on a regardé donc les consommations alimentaires et mis en relation avec, les consommations alimentaires avec le taux d'imidazole propionate. Alors, on peut le faire en regardant l'alimentation des personnes, en calculant des scores en lien avec la qualité de leur alimentation. Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est que c'est bleu, donc il y a une relation négative entre la qualité de l'alimentation et l'imidazole propionate. Donc, plus votre alimentation est de mauvaise qualité, plus vous avez un risque d'avoir une augmentation de l'imidazole propionate. Alors, cela dépend encore une fois de la richesse du microbiote. En fait, ce qu'on voit ici, en rouge, les barres rouges, ce sont des personnes qui ont une baisse de la richesse, ou encore certains microbiotes dysbiotiques, ici en rouge foncé. Ces personnes-là vont avoir également un taux d'imidazole propionate dans le sang plus élevé. Je vous ai parlé du triméthylaminoxide, de l'imidazole propionate, mais ce qui rend les choses encore plus complexes, c'est qu'il y a de très nombreux métabolites en relation avec nos changements alimentaires qui peuvent donc influencer notre santé métabolique. Et ça a été repris dans cette revue du groupe de Frédéric Bakken. Vous voyez, alimentation et médicaments aussi. Et puis, on voit les carrés rouges, bleus ou violets ici. Et on voit les effets de certains métabolites bactériens sur nos organes, comme le foie, les vaisseaux, le tissu adipeux, le pancréas ici, le rein, ou encore le cœur. Alors, si on suit, par exemple, un autre exemple, les toxines urémiques, on va voir qu'elles vont avoir des effets, par exemple, sur nos vaisseaux ou encore sur le risque cardiovasculaire. Donc, tout l'enjeu, c'est à partir des changements du microbiote intestinal en réponse à l'alimentation, la production, les balances finalement entre ces différents métabolites et l'impact que cela peut avoir sur notre organisme. Donc, un schéma un petit peu simplifié pour résumer tout ça. Donc, régime riche en graisse, on va avoir donc modification de la composition microbienne avec plutôt des productions, enrichissement en bactéries ayant plutôt des effets pro-inflammatoires. Cela va favoriser l'inflammation bas grade et peut être en lien avec des complications sur nos organes et puis des complications sur notre santé. Ici, donc dans le régime plutôt riche en graisse, là aussi, on va avoir modification de certains groupes bactériens, par exemple enrichissement d'entérobactéries. Je vous ai parlé du TMAO, par exemple. Régime plus riche en fibres, on va avoir augmentation, par exemple, de la prévalence de bactéries Prevotella qui va favoriser des acides gras à chaîne courte qui ont plutôt des effets bénéfiques sur notre métabolisme. Alors, pour terminer, la question c'est où va-t-on avec ces données? Parce que ce qui se complique, c'est qu'en fonction de notre profil microbien, on peut avoir des effets différents. Et donc, la question qui se pose, c'est va-t-on vers une nutrition de précision? En effet, à partir de notre alimentation, qui peut être très diverse,
Alors, je n'ai pas développé les différents types de régimes alimentaires et qui peuvent aussi moduler le microbiote. Bien sûr, le régime de type vegan ou méditerranéen ou encore cétogène. Donc, ce que je mange va avoir un effet sur la machinerie métabolique des bactéries qui vont en retour produire aussi des métabolites bactériens et avoir des effets variables sur la biologie et la santé. Donc, qu'est-ce que cette nutrition de précision ? C'est l'étude de la façon dont les individus réagissent différemment aux aliments et aux nutriments, et on a vu qu'il y en avait beaucoup, et qu'on peut se dire qu'à partir de cette connaissance, on pourrait donner en fait des régimes personnalisés en fonction du profil de la personne, et en particulier de son profil microbien. Alors, parmi les études les plus célèbres en fait, dans ce domaine, on est obligé de citer celle du groupe de Eran Segal et d'Eran Elinav en Israël, qui ont donné dans une très large population, 800 personnes, des repas pendant 7 jours, des repas standardisés. Et on va regarder, donc sur 7 jours, ça faisait près de 47 000 repas. Et on va regarder la réponse à ces repas standardisés et en particulier on voyait différents types de pain donnés au cours du temps pendant 7 jours. Donc première observation, on est très différents en fonction de ces consommations, alors là en l'occurrence d'hydrates de carbone, avec des variations de la glycémie d'une personne à l'autre qui vont varier. Donc grande variabilité dans la réponse à des repas identiques. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé, notamment issu de l'intelligence artificielle, un algorithme d'apprentissage pour prédire la réponse glycémique postprandiale et pouvoir ensuite voir si on peut donner des repas personnalisés. Donc, différents types de réponses. Et puis, donc, ils avaient une capacité à prédire qui était assez intéressante. Donc, le résultat de cette étude, on peut manger tous les mêmes choses, mais nous réagirons différemment et le microbiote est un acteur de ces réponses. Alors, il ne s'agit pas seulement que la réponse aux hydrates de carbone, c'est vrai aussi sur différents autres types d'aliments. On a vu tout à l'heure la réponse la tolérance au glucose. C'est vrai aussi, cette différence individuelle va se retrouver pour d'autres marqueurs, comme un repas test, par exemple, qui va comporter des lipides. Et donc, dans une étude qui s'appelle PREDICT, ainsi que l'étude de Zivi en Israël, ce qui a été montré, c'est qu'à partir de notre profil microbien, on pouvait finalement prédire des réponses aux hydrates de carbone, mais éventuellement à d'autres repas. Donc, il n'y a qu'un pas pour se dire, à partir de notre profil microbien, on peut remonter en donnant finalement des conseils personnalisés pour permettre finalement une amélioration non seulement du microbiote intestinal, mais peut-être aussi par ce biais de notre biologie. Alors, dans une autre étude déjà un peu ancienne, nous, ce qu'on avait fait il y a quelques années déjà, ça fait déjà 10 ans, on avait une 50aine de sujets qui étaient soumis à un régime restrictif pendant 6 semaines, et puis suivi d'une phase de maintien de poids. Donc, on avait montré que les personnes qui avaient un microbiote pauvre au départ, par cette alimentation de régime restrictif, pour lequel on avait augmenté des fibres, on pouvait augmenter la richesse microbienne. Mais vous voyez que ceux qui avaient un microbiote riche au départ, il y avait peu de variations. Et en revanche, ceux qui avaient un microbiote riche au départ avaient plutôt une meilleure amélioration métabolique au cours du temps. Et ce qu'on avait fait dans cet esprit de personnalisation, notamment avec le groupe de Jens Nielsen, c'est qu'on avait modélisé ça et on avait essayé de poser la question suivante, c'est est-ce qu'on peut fournir, à partir de la connaissance des groupes bactériens, est-ce qu'on peut fournir une alimentation qui va améliorer le profil des métabolites bactériens? Et donc, ce que le groupe de Jens Nielsen avait fait, c'était de construire un modèle. À l'époque, il n'y avait que 5 espèces bactériennes dans lequel on voulait moduler la production, notamment d'acides gras à chaîne courte. Et donc, en théorie, c'était une sorte de preuve de concept. On pouvait remonter à la personne en donnant des conseils alimentaires permettant d'avoir un meilleur profil de métabolites bactériens. Donc, on est ici dans de la preuve de concept, mais vers des conseils personnalisés. Alors, on l'a vu, des populations comme celles faites pour essayer d'améliorer la tolérance au glucose. Ici, un exemple de preuve de concept pour donner des régimes personnalisés, pour améliorer
la production de certains métabolites, dont les acides gras à chaîne courte. Donc tout ça est en marche et on a aujourd'hui de plus en plus de données pour dire que peut-être, oui, demain, on peut aller vers cette nutrition personnalisée. La difficulté, c'est que est-ce que réellement on pourra mettre ça en pratique? Alors, il y a un exemple intéressant, c'est qu'un collègue, Eric Topol, raconte qu'il a suivi le programme des collègues israéliens, donc du Weizmann, pour éviter justement ces pics de glucose. Et donc, à partir de son profil microbien, on lui a donné des recommandations alimentaires permettant d'éviter ces pics de glucose. Gros problème, c'est qu'on lui proposait de consommer des saucisses de type Bratwurst, notées A+, pour éviter l'élévation du glucose, alors que des produits qui étaient apparemment pas favorables pour lui, comme le gruau, le melon et les courges, sont parmi ses préférés. Donc ça veut dire qu'on doit ici, donc c'est assez compliqué, puisque ici on n'a pas tenu compte de ses préférences alimentaires. Donc dans le futur, probablement on a besoin de comprendre comment ces modèles peuvent nous donner des recommandations ad hoc. Il faut sûrement tenir compte des préférences alimentaires et de plein d'autres éléments qui sont liés au mode de vie habituel. Voilà, je vais m'arrêter là parce que oui, il est moins le quart, si on veut avoir un peu de temps pour des questions. Et donc, je vous ai montré de façon globale des liens entre l'alimentation et le microbiote. Vous voyez que c'est assez vaste et assez riche. Et puis, j'en profite pour remercier les membres de l'équipe, dont plusieurs travaillent dans ce domaine, et notamment la collaboration avec Jean-Daniel Zucker, sur lequel on travaille depuis pas mal d'années, sur les enjeux justement de cette nutrition de précision. Super, merci beaucoup, Karine, c'était très, très clair. Et je vais laisser Nathalie et Sophie la main pour les questions. Merci beaucoup, Karine, pour cette présentation vraiment super passionnante et un sujet qui est d'un intérêt majeur. Alors, on a quelques questions que je vais déjà aborder. Bonjour, y a-t-il eu des études sur les impacts des pesticides et des insecticides, glyphosate et perturbateurs endocriniens sur la composition du microbiote? Alors oui, on commence à en voir de plus en plus. Ce qui est difficile, en fait, alors, soit on est dans des modèles animaux et effectivement, vous allez regarder spécifiquement les changements des phénotypes des animaux et l'impact sur le microbiote. Donc oui, on commence à voir de plus en plus le glyphosate, par exemple, il y a des données en fait là-dessus. Ce qui est difficile, c'est que dans ces études, c'est d'arriver, encore une fois, hein, on est tous soumis à ces perturbateurs endocriniens. Le bisphénol A, il y a eu des travaux qui montrent encore une fois des modifications de la richesse et de la composition microbienne. Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, il y en a beaucoup de ces facteurs et c'est d'arriver à isoler en fait les effets et de voir comment ça peut se transposer chez l'homme et l'impact sur notre santé, par exemple. Oui, c'est ce que tu nous as bien montré, que isoler un paramètre alors qu'ils sont très largement intercroisés, c'est quelque chose qui est compliqué et en effet sortir un élément semble un peu compliqué. Oui, enfin, là, j'ai montré l'exemple, enfin, juste pour rebondir là-dessus, Nathalie, j'ai montré l'exemple effectivement des macronutriments séparés. Ce que je n'ai pas montré, c'est effectivement, on ne mange pas des macronutriments séparés. J'ai sauté la slide sur le régime méditerranéen, mais les différents types de régimes aussi sont testés. Régime, par exemple, quand on compare cétogène versus méditerranéen, il va y avoir des changements de la composition vraiment globale et importante du microbiote. Oui. Bien évidemment. Alors, je continue sur les questions. Une question qui va toucher directement. Quel est l'impact d'un bypass sur le microbiote intestinal pour les patients obèses et quels sont les mécanismes moléculaires mis en jeu? 2 minutes pour répondre. Alors oui, bon, en fait, quand on a un bypass, alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude du bypass, donc c'est une intervention chirurgicale destinée à l'obésité sévère. On fait une petite poche gastrique et on raboute l'intestin en haut de la poche, ce qui fait qu'il y a une restriction alimentaire, mais aussi une part de malabsorption qui n'est pas forcément très très importante, mais bon, qui existe quand même. Donc ça, nous, on a travaillé en fait sur cette question. Donc chez des personnes en situation d'obésité candidate au bypass,
il y a une réduction importante de la diversité microbienne, hein, et on voit que, je vous ai dit tout à l'heure que dans l'obésité modérée ou surpoids, on a 20-40% des gens qui ont une baisse de richesse microbienne. Chez les personnes candidates au bypass, c'est plus de 70% des personnes, donc baisse de richesse avec des changements bien sûr associés très importants dans la composition que je vous ai montré tout à l'heure. Lors du bypass, vous allez petit à petit améliorer la composition, enfin la richesse et la composition microbienne dans le temps, mais sans rejoindre toutefois le niveau de ceux qui avaient un microbiote riche au départ. Donc ça, c'est déjà une première observation. Quels sont les mécanismes mis en jeu? En fait, quand on a bypass, on a toutes les raisons pour avoir des changements microbiens. Parce que, en fait, vous allez changer la motilité intestinale, changer la mise en contact du microbiote avec l'oxygène, changer l'acidité du milieu. J'en oublie. Vous allez modifier aussi certaines hormones, etc. Donc, en fait, comme les échanges sont bidirectionnels, on a plein de facteurs qui peuvent jouer. Et sans oublier, bien évidemment, la restriction alimentaire et les changements des modes alimentaires induits par le bypass. Donc, en fait, on a plein de raisons d'avoir ces changements. Donc, il faut arriver à disséquer les différents types de mécanismes. Et donc, pour terminer là-dessus, parce qu'effectivement, ça nécessiterait bypass et en tout cas chirurgie bariatrique et microbiote, ça nécessiterait une session toute seule. Mais globalement, la question, c'est, quand on regarde ces changements de microbiens, la question, c'est quelle est la part du changement qui peut être associée à une amélioration des phénotypes métaboliques et inflammatoires qu'on voit au cours du bypass. Et ça, c'est un sujet en tant que tel. Merci Karine. Il y a une question qui est posée, mais je pense que beaucoup de gens se la posent de façon générale, c'est vers qui se tourner pour avoir un conseil personnalisé pour améliorer sa santé, que ce soit faire une analyse de son microbiote dans des bonnes conditions. J'imagine que par derrière, ça peut être aussi, est-ce que c'est quelque chose qui est que dans le cadre de la recherche, est-ce que c'est quelque chose qui est remboursé, est-ce qu'il y a des personnes qui le font, est-ce que ça doit être un médecin, est-ce que ça doit être quelqu'un qui est nutritionniste, donc voilà. Alors ça, c'est un sujet compliqué qu'on a déjà abordé, c'est que souvent, dans les tests microbiens, quand on les envoie comme ça, ils sont envoyés et rendus aux personnes qui ne savent pas quoi bien faire, ni leur médecin. Et surtout, le problème, c'est que c'est décorrélé du contexte de la personne, de son mode de vie, de cette analyse globale sur le contexte de la personne. Et donc, les conseils parfois qu'on peut voir sur ces tests sont souvent pas très justes parce qu'on n'intègre pas en fait l'information chez la personne. Donc, pour répondre à la question chez qui se tourner, c'est encore un petit peu tôt parce qu'il faut montrer, en tout cas ces tests, alors peut-être Philippe pourrait rebondir, mais aujourd'hui, il y a des sociétés savantes comme la Société de gastroentérologie qui a dit que ces tests ne servaient pas à grand-chose. Donc, parce qu'il faut pouvoir intégrer probablement cette information avec d'autres informations cliniques et biologiques et sur le mode de vie. Après, il y a des gens spécialisés en nutrition qui sont formés maintenant aux enjeux du microbiote, notamment à notre DU microbiote et santé. On fait un peu de pub qui permettent d'aborder un tout petit peu ces questions-là et de le faire de façon un peu raisonnée, quoi. Donc, mais c'est quelque chose qui est en devenir, hein. Quoi qu'on en pense, on aura maintenant des données sur... on va aller vers ça, ces enjeux de médecine de précision, mais j'ai essayé de vous montrer la complexité des choses. Je crois qu'on est dans une période de transition entre à la recherche pure et puis la translation à la clinique qui met du temps, toujours trop de temps pour les patients et même le grand public. Oui, mais on a besoin de ce temps-là parce que c'est un Oui. sujet sensible et il faut éviter de faire des raccourcis qui seraient, à mon avis, pas un peu délétères pour le domaine. Et puis, comme tu l'as dit, je pense très clairement, il y a les données de la science et puis il y a les données de l'individu avec l'appétence aussi qui est à prendre en compte. Et tous ces éléments sont à corréler, ce qui complexifie encore largement le système. Ouais. Mais bon, ces outils vont arriver, hein. Ouais. Alors, pour continuer sur ce même type de questions, tu as déjà un petit peu évoqué, il est demandé si, d'après toi, il y a un lien entre l'alimentation, le microbiote et la survenue des MICI. Alors, ça, c'est plus une question peut-être pour Philippe et son équipe, mais oui, bien sûr, il y a des données, je pense, de plus en plus importantes, par exemple, sur l'alimentation transformée
peut-être certains émulsifiants alimentaires, etc., sur l'effet sur la barrière intestinale. Oui, Donc, oui. oui, pour répondre très court, des liens épidémiologiques, mais avec des études telles que c'est de plus en plus direct entre alimentation ultra transformée et survenue des Mickey, et puis des études européennes qui font lien entre une alimentation riche en protéines animales et la survenue de rectocolite hémorragique. Pas grand-chose pour la maladie de Crohn. Voilà, ces études épiques. C'est très difficile à faire, ces études. Et puis, l'autre chose très compliquée, permettant de poser une question, c'est que nous, dans nos traitements, il y a des aliments, recours à la nutrition entérale. Et la nutrition entérale, c'est plein d'émulsifiants. Et donc, on ne comprend pas très bien comment ça calme complètement l'inflammation, alors que c'est bourré d'émulsifiants. Bon, bref, ça pose aussi des questions plus que ça ne résout des questions. Non, enfin, il y a un enjeu qui est dans les études qu'on fait, c'est le recueil. C'est qu'il faut recueillir les aspects alimentaires. C'est ce qu'on essaie de faire dans le cadre de la FHU. Et il faut qu'on ait des outils de recueil, des outils relativement simples. Or, c'est un domaine complexe. Le recueil alimentaire, c'est un sujet à lui tout seul en nutrition. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on utilise comme outil, comment on les mesure. Et donc, ça pose ça pose vraiment plein de questions d'avoir des recueils simples. Mais je pense que dans les études, dans les pathologies, il faut ces recueils. Je pense qu'on aura des outils avec l'intelligence artificielle qui vont probablement arriver très rapidement dans les années à venir. Oui, pour rebondir aussi, une question sur les probiotiques. Est-ce que prendre des probiotiques est un bon moyen d'enrichir son microbiote? La question, c'est pareil, donc probiotiques, donc bactéries vivantes ayant potentiellement des effets sur la santé, bon, sachant que parfois certaines bactéries mortes peuvent peut-être avoir certains effets, mais globalement, alors, chez l'animal, on a soigné beaucoup de pathologies en donnant des probiotiques, voire des combinaisons de probiotiques. Dès qu'on passe à l'homme, c'est plus compliqué. Donc, faut voir, quand on dit santé, c'est quel état, voilà, est-ce que c'est une maladie inflammatoire de l'intestin, est-ce que c'est une maladie métabolique, est-ce que c'est une maladie ou une autre maladie inflammatoire, maladie articulaire, que sais-je. Donc, en fait, la question, c'est quel probiotique, pour quel profil et pour quel phénotype. Et aujourd'hui, dans le domaine du métabolisme, par exemple, on sait que des combinaisons de probiotiques peuvent avoir des tout petits effets chez l'homme pour, par exemple, améliorer la glycémie ou le taux de triglycérides. Mais il n'y a pas de démonstration formelle parce qu'en fait, on manque d'essais bien conduits pour les tester. Je propose qu'on termine avec une dernière question, donc très rapide. Je sais que vous êtes très, très pris. Et puis, on pourra ensuite donc évoquer les questions qui restent, qui sont nombreuses, lors de notre journée du 6 juin. Donc, une dernière réponse. Une dysbiose de la mère peut-elle être transmise à son nouveau-né via l'allaitement? Il y a des données, oui, il y a des données sur changement alimentaire et composition du lait. C'est des données déjà assez anciennes, hein. Il y a même des données qui datent de plus de 20 ans sur la composition en oméga 3, en oméga 6 par exemple, et la composition du lait qui pourrait avoir des effets sur le devenir en fait des enfants. Et donc, on peut imaginer, oui, que ça puisse passer chez le petit enfant par le lait maternel. Là aussi, la problématique, c'est qu'on monte souvent des associations, on a besoin d'études prospectives. Et dans les travaux, d'ailleurs, on l'a vu au sein de la FHU, dans les travaux de l'équipe de Marie-Hélène Charles, on a vu des relations en fait entre le statut des mères et le microbiote d'enfants. Mais là, je ne pense pas que le lait maternel, il faudrait leur poser la question, ait été vraiment regardé. Donc, on a des éléments parcellaires, mais on peut tout à fait penser qu'en fonction de la composition du lait, oui, ça peut influencer le microbiote. Sophie, je vais peut-être te laisser conclure cette session et on va garder donc toutes les questions auxquelles on n'aura pas pu répondre pour la journée du mois de juin, du 6 juin. Donc, c'est une excellente nouvelle, même si ça ne nous étonne pas qu'il y ait beaucoup de questions. Donc, on vous remercie. C'était vraiment une
une session extrêmement intéressante et comme on le voit, l'objectif était aussi de faire partager au grand public et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne sont pas des praticiens, en tout cas des professionnels de santé qui ont écouté. Donc Karine, merci beaucoup. Peut-être que Mina peut réafficher à l'écran la date du séminaire où on va tous se rejoindre avec les différents orateurs. Vous avez, je pense, répondu à la petite enquête de quelques questions qui est parue, qui a dû s'afficher directement sur votre Zoom. Et donc, la prochaine session, c'est mardi prochain avec le docteur Bénédicte Pigneur sur les probiotiques de l'enfant, donc une consoeur qui est pédiatre à Necker. Et c'est une problématique qui nous est souvent posée à nous, médecins, notamment quand on donne des antibiotiques aux enfants. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous la semaine prochaine à 13 h et à bientôt. Au revoir. Merci. Bon après-midi. Merci. Au revoir. Merci, Mina. Au revoir. Merci, Karine.